Le président de la section, donc monsieur le conseiller de la ministre, madame l'inspectrice, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux d'être ici. Effectivement, l'actualité est très dense en France actuellement, très compliquée. Donc, on est tous un brin fatigués. On fait tout ce qu'on doit faire, plus le reste. Mais du coup, c'était presque une bouffée d'oxygène de passer la frontière pour parler d'archéologie et échanger avec des collègues wallons. Et je n'ai pas été déçu par les premières discussions qu'on a eues. Donc, merci beaucoup au CESE pour son accueil. Merci à vous tous pour les échanges qu'on a eus et j'espère pour les échanges que l'on aura. Vous dire tout d'abord que je me présente à vous en tant qu'archéologue, professeur des universités, président de l'INRAP, que je ne suis pas tout, je suis juste un témoin. Et le cas de l'archéologie préventive en France, que certains d'entre vous connaissent aussi bien ou mieux que moi, je vais vous le présenter aujourd'hui comme une expérience plutôt qu'un exemple. Donc je ne suis pas là pour donner des leçons, plus aujourd'hui encore qu'il y a 6 mois, mais même par nature et par éducation, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en espérant répondre à la commande de votre commission, c'est présenter un petit peu un bilan de 20 ans d'archéologie préventive en France, montrer les forces et les faiblesses entre nous, même si c'est filmé, pour dire, tiens, là, on a bien fonctionné, donc on peut faire mieux. Tiens, là, il y a une petite faiblesse, donc on pourrait l'améliorer. Tiens, ça c'est exportable, et puis peut-être dans l'échange qu'on aura à la suite de ma présentation, discuter, échanger, parce qu'on a tous besoin de s'enrichir et que je crois, moi particulièrement, au caractère universel de nos activités patrimoniales et archéologiques, et donc par définition, votre point de vue d'expert et de citoyen européen m'intéresse fortement. Alors le titre est presque une boutade, hein, Néandertal, c'est un clin d'œil à des dossiers que vous connaissez bien et que Pascal de Pape connaît mieux que quiconque. Et Notre-Dame de Paris, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé, mais que vous verrez, c'est un dossier qui n'est pas si simple et qui peut nous interroger tous par rapport à des actions de protection du patrimoine. Et puis la Fabrique de la France, c'est un petit clin d'œil aussi pour dire que l'archéologie, et je l'ai entendu tout à l'heure dans le compte-rendu d'activité, on l'inscrit sur le temps long, et donc des premiers habitants qui ont modifié le paysage de l'espace qui est aujourd'hui la France, jusqu'aux vestiges extrêmement récents, ceux de la Deuxième Guerre mondiale, et au-delà aujourd'hui de l'archéologie industrielle. On l'a vu là aussi à partir des quelques images que vous avez posées tout à l'heure. L'archéologie, il faut le voir de manière large et avec des problématiques sans cesse renouvelées. Et puis la force de cette démarche-là, qui nous, notamment en archéologie préventive, c'est une archéologie qui démonte le patrimoine, qui ne le sanctuarise pas, qui ne le protège pas totalement, qui ne le fossilise pas, et du coup qui nous responsabilise. C'est-à-dire que ces archéologues qui vont fouiller un site et qui vont le démonter, ils se doivent, comme le dit la loi française, le restituer par l'étude et le restituer à tous, à l'administration, au monde académique, mais aussi ce qui nous importe, je pense, toutes et tous, à l'ensemble de la société et presque par hasard, à partir de demain et après-demain, commencent les journées européennes de l'archéologie, qui sont les grandes rencontres entre les citoyens et leur patrimoine de proximité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'importe et qui vous importe. Quelques éléments de ce cadre pour dire qu'il est relativement récent en France à l'échelle des améliorations législatives et réglementaires. C'est sans doute Victor Hugo qui, dans son cri d'alerte, halte aux démolisseurs, a sans doute été le premier un petit peu à bouger et à secouer un petit peu les consciences, notamment dans les
les travaux d'aménagement et de réaménagement à Paris quand le patrimoine médiéval était mis en danger et donc halte démolisseur. Le peut-être élément de conscience, c'était Victor Hugo. Ensuite, avec le cas de Prosper Mérimée, le premier inspecteur des monuments historiques, mais tout ça, autant Victor Hugo que Mérimée, même si ce sont les fondations de la législation aujourd'hui concernant le patrimoine, ça ne concernait que le patrimoine en élévation. Et en fin de compte, il faut attendre en France relativement tard, dans une période sombre qui est 1941, donc pendant l'État français et l'État de Pétain, qui a mis en place une première loi sur le patrimoine qui a été validée en 1945 et qui est encore en place. Et cette loi sur le patrimoine en 45 inclut les vestiges souterrains et donc évoque l'archéologie. Donc une législation qui n'a pas 100 ans, mise en place à partir de 1945, qui, dans un premier temps, et c'est important, enfin, j'y reviendrai là-dessus, est une loi qui organise, réglemente les fouilles archéologiques, la gestion des biens mobiliers, mais qui a la volonté de préserver les ressources archéologiques. Et ensuite, une étape importante qu'a connue la France et puis l'ensemble de l'Europe, c'est ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, la période après-guerre et notamment les années 1970, où la France s'équipe en TGV, en autoroute, en zone industrielle, en ZAC, en HLM, et que tous ces aménagements vont confronter deux actions qui jusqu'à présent arrivaient à vivre presque en parallèle, qui sont l'aménagement du territoire et la préservation du patrimoine. Tant qu'on comptait en quelques centaines les sites archéologiques, on pouvait à la fois préserver le patrimoine et puis développer un aménagement. Quand l'aménagement a explosé, s'est développé, on s'est aperçu que les vestiges archéologiques étaient bien plus nombreux qu'on ne le pensait, et à ce moment-là, il y a eu des confrontations. Ces confrontations, ça a été de véritables scandales révélés par la presse avec des oppositions politiques, parfois de la mauvaise foi, mais bien souvent, ces scandales étaient mis en lumière par le milieu associatif. On en parlait également à table tout à l'heure. Encore, et c'est une belle chose, puissant, important en Belgique et singulièrement en Wallonie, très affaibli en France depuis quelques années. Ça fait partie des points faibles que j'évoquerai tout à l'heure. Mais c'est ce tissu associatif qui s'est ému des destructions du patrimoine, que ça soit devant Notre-Dame de Paris avec la construction des parkings, c'était le grand mouvement des constructions de parkings souterrains dans les centres-villes, ou en bas à droite, une vue de Marseille avec la corne de port de Marseille. C'était le moment où un maire bâtisseur issu de la Deuxième Guerre mondiale, issu de la résistance, Gaston Deffer, qui était le maire de Marseille, décide de moderniser sa ville, de construire un centre commercial et des habitations juste en bordure du Vieux-Port. Et là, sont mis au jour, sur une grande surface, des vestiges de la plus ancienne ville de France, le site grec de Marseille. Deffer, lui, croit dur comme fer qu'il se doit d'aménager et va jusqu'au bout. Les notables, et notamment les bourgeois, les sociétés savantes de Marseille, eux, sont émus que Marseille, pour la première fois, révèle des vestiges de son passé glorieux de la période grecque, vont monter en puissance. Il va y avoir des campagnes de presse. Et le débat va être tranché par André Malraux, qui était à l'époque secrétaire d'État à la culture. Et Malraux, donc, va arrêter le chantier de Gaston Deffer pour mettre en place une grande fouille. C'est sans doute la première grande fouille de sauvetage mise en œuvre en France en 1967, 1968. C'est les fouilles de la Bourse. Et là se place quelque chose qui était paradoxal. On met un grand chantier d'aménagement, on découvre des vestiges,
le maître d'ouvrage, en l'occurrence la mairie, veut aménager. Derrière, des gens s'émeuvent, le ministre tranche, et une fois qu'on a dégagé cet espace, en fin de compte, les archéologues ne savent pas faire, ne savent pas fouiller plusieurs hectares en centre-ville sur plusieurs mètres d'épaisseur, et donc on a quelques universitaires formés à Athènes ou à Rome, quelques associations, quelques bonnes volontés qui se mettent à fouiller. On voit, vous voyez, les traces des méthodes Wheeler qui étaient mises en place. Donc tout ça avec de la bonne volonté, tout ça avec de la rigueur, mais sans personnel, sans outils et sans expérience d'une grande fouille urbaine. Donc, de fait, ce type d'aménagement qui va avoir lieu partout dans toutes les grandes villes. Je citais Paris et Marseille parce que voilà, ça donne des repères sud-nord, médiévaux et antiques. Mais on a eu à Lyon, le Verbe incarné. On a eu à Bordeaux des scandales de ce type-là. Il va y avoir cette confrontation. Et pendant 20 ans, des années 80-90, la France va être dans un entre-deux. La mise en place d'une archéologie de sauvetage avec des archéologues qui vont petit à petit monter en puissance, s'organiser pour être capables d'affronter ces chantiers, avec un financement qui n'était pas totalement stabilisé, vu que jusqu'à la loi de l'archéologie préventive 2001, ces travaux étaient en fin de compte des travaux de gré à gré. Vous aménagiez, vous tombez sur des vestiges, l'État arrêtait, donc on ne pouvait pas détruire, les archéologues intervenaient, mais par contre il leur manquait les moyens financiers pour pouvoir intervenir. Donc soit l'aménageur voulait que les travaux se déroulent facilement et à ce moment-là il payait, en plus de perdre du temps, soit à ce moment-là il fallait trouver des moyens, notamment un fonds national, pour mettre en place ces opérations d'archéologie préventive. Donc on était dans un couloir qui nous menait vers l'archéologie préventive, mais on était encore dans le sauvetage avec des archéologues qui couraient derrière les pelles mécaniques, qui intervenaient le soir, qui intervenaient le week-end, avec un peu plus de moyens qu'avant, mais très peu en tant que tel. D'où petit à petit des réflexions qui ont été menées, et je citerai le premier président de l'INRAP, Jean-Paul Demoule, qui a beaucoup travaillé à la mise en place de cette loi et qui a beaucoup publié là-dessus, le concept d'archéologie préventive peut-être pas le concept le plus clair à l'oreille pour nos citoyens. On parlait tout à l'heure d'échange avec la société. Sauvetage, ça veut dire quelque chose, presque le SAMU de l'archéologie. Les gens arrivent à comprendre. La notion de préventif, encore aujourd'hui, il faut l'entendre. La notion de préventif, c'est en fin de compte de diagnostiquer presque d'un point de vue médical le site avant que l'aménagement soit programmé. Et si ensuite le diagnostic archéologique montre que l'espace qui va être aménagé mérite une fouille archéologique, ensuite la fouille est réalisée. Donc ça, si vous voulez, la théorie était mise en place. Il fallait ensuite essayer de mettre en place un cadre législatif et réglementaire. Il a été mis en place en 2001, modifié en 2003 avec une ouverture à la concurrence, et puis renforcé, on va dire, en 2016 avec une loi sur le patrimoine, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il fallait également trouver un financement. Ce financement a été trouvé au départ et a montré qu'il fonctionnait assez bien. En France, aujourd'hui, tous les travaux d'aménagement entraînent le paiement d'une taxe au mètre carré. C'est-à-dire, si demain vous aménagez votre piscine ou si demain vous construisez un stade, qu'il y ait de l'archéologie ou pas d'archéologie, vous payez un peu plus d'un demi-euro du mètre carré comme taxe qui est prélevée par l'État, qui rentre dans les comptes de l'État, et cette taxe est une taxe qui permet de financer les diagnostics, qui du coup ne coûtent pas à l'aménageur, et permettent éventuellement de faire des fouilles d'urgence, et permet éventuellement de compenser d'autres activités. Donc un système qui part de la masse, tout le monde paie un peu
pour l'archéologie préventive. Cette taxe rentre dans les comptes de l'État et ensuite l'État reverse de l'argent pour l'archéologie. On en parlera tout à l'heure sans polémiquer. Le petit souci aujourd'hui, c'est que l'État a les capacités à recouvrer la taxe, à payer la taxe, à récupérer l'argent quand vous construisez votre piscine ou votre stade ou votre usine, mais en revanche ne remet pas tout l'argent pour l'archéologie, puisqu'en fin de compte, l'argent de l'archéologie sert pour équilibrer les comptes de l'État qui en ont bien besoin en France, et en revanche, l'État ne reverse qu'une certaine somme à l'INRAP, au service des collectivités, ou ensuite pour les fouilles d'urgence quand elles nécessitent. Et à ce système idéal qui permettait de tracer un cercle vertueux où plus on aménage, plus on ramasse de l'argent et plus on aménage, plus on connaît le patrimoine grâce à la mise en place de l'archéologie préventive. Aujourd'hui, on est un système dans un cadre économique qui est loin d'être florissant, où de moins mettre d'argent pour l'archéologie entraîne du retard dans la mise en place des diagnostics et ensuite entraîne la mise en place de fouilles qui commencent à manquer de moyens aujourd'hui. Donc on est arrivé à inventer un système vertueux, à le mettre en place et à trouver un équilibre, on va dire, depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, le point d'équilibre a été franchi et on retombe actuellement dans une instabilité comme bien d'autres domaines, malheureusement, dans le pays, d'où les difficultés et d'où la grève que vous évoquez demain, parce que du coup, l'idée de saugrenue. On est filmé, j'allais dire ridicule. L'idée saugrenue qui est sortie et qui provoque la, la grève de demain vient de quelques députés qui ont dit tiens, s'il n'y a pas assez d'argent dans votre subvention pour financer les diagnostics, nous on a une solution, il suffit de supprimer tout ou partie des diagnostics effectivement, comme ça, on n'aura pas besoin de remonter l'augmentation. Euh, sur le papier, ça marche. Et en plus, quand c'est mis dans une enveloppe qui s'appelle, dans une enveloppe politique, rhétorique, qui s'appelle la simplification, on simplifie, on ne fait plus de diagnostic quand on aménage, et donc du coup, on économise de l'argent et on gagne une petite étape. Le petit souci, ça veut dire que les gens n'ont pas eu la mémoire de ce type de travaux, tous les sites qui ont été arrêtés au moment où on découvrait des vestiges, et je ne parle pas des milliers de sépultures qui sont fouillées chaque année par les archéologues et qui, là, si on passe cette étape, risquent d'être détruites par les travaux d'aménagement. Voilà. Je passe, je referme cette parenthèse et on va aborder des choses un peu plus sereines. Avec peut-être l'image la plus importante en termes d'aménagement au cœur de la cité, qui a eu des vertus pédagogiques, qui a eu des vertus de formation, parce qu'on était à Paris et dans un pays aussi centralisé que la France, une grosse action dans Paris, ça se voit. C'était lié au projet de François Mitterrand en 81 de réaménager la cour carrée du Louvre, de mettre en place une grande fouille, bien entendu, pour fouiller les espaces médiévaux et modernes au cœur du Louvre. Donc un grand chantier qui s'est déroulé pendant plusieurs années dans le cœur de la cité, financé et qui a permis de former de nombreux archéologues et chercheurs. Honnêtement, et on en reparlera tout à l'heure, ce type de chantier, s'il fallait faire le bilan de ce qui est publié et de la compréhension du site, de la gestion des archives et de l'exploitation des archives, sans doute que on parlerait moins fort, quoi. Voilà, c'est un grand chantier qui est très bien d'un point de vue du projecteur, du coup de projecteur qu'il a donné sur l'activité, qui a permis de mettre le pied à l'étrier à de nombreux collègues, qui a permis de former, d'intéresser, donc il est extrêmement utile. En revanche, sans doute, le manque d'expérience pour ce type d'opération a fait qu'aujourd'hui, le bilan d'un point de vue scientifique doit être est moindre. Cette loi de 2001 a entraîné la création dès 2002 d'un établissement national, donc l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive,
qui a deux tutelles, le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche. Cet établissement, il est relativement important. Il comporte 2400 collaborateurs, c'est-à-dire 2400 employés en CDI. Il est organisé en direction régionale avec des grandes coupures. Il s'intéresse à la métropole et tac, à l'outre-mer. Et c'est un élément intéressant, j'en parlerai également, parce que cette archéologie ultramarine, non pas comme l'exploration de miettes d'un empire colonial, mais comme la mise en œuvre d'une archéologie performante dans différentes régions du monde, me semble être un élément important et valorisant nos activités. Cette archéologie, 2400 personnes, donc plus de 2000 archéologues de tout niveau, du technicien jusqu'aux spécialistes de haut niveau, dans 8 directions, 60 par 45 centres de recherche, donc des gens travaillent au plus près, et même si les gens bougent liés à l'activité de l'aménagement du territoire. En revanche, l'intérêt, c'est qu'on fonctionne en centre de recherche et qu'on a des spécialistes dans la région que pilote Pascal Depape, avec des gens qui raisonnent à l'échelle d'un espace, et on sait que l'archéologie, ça s'inscrit aussi dans le territoire et que l'expérience s'acquit localement. Et chaque année, donc, cette archéologie, elle est pleinement intégrée dans l'activité économique dont elle dépend. On fouille parce qu'on aménage. Pour donner un exemple, et si Wikipédia ne m'a pas menti tout à l'heure, en France, on aménage 600 km² chaque année, des axes, des routes, des zones logistiques, etc. Et donc, voilà, chaque 3 ans, c'est à peu près la surface de la Wallonie qui est anthropisée, qui est aménagée. Et donc, chaque année, à l'INRAP, c'est 600 km² qui sont étudiés et avec un système de diagnostic qui ne sont pas réalisés sur tous les aménagements. C'est les préfectures, donc les directions régionales des affaires culturelles, qui prescrivent les diagnostics dans des zones sensibles, soit parce qu'on sait qu'il peut y avoir des sites archéologiques, soit parce qu'on est à la recherche d'informations dans ce secteur-là. L'INRAP réalise environ 2000 diagnostics par an, et ensuite, les collectivités en font sans doute 500 ou 600 de plus. On va dire qu'on a comme ça entre 2500 et 3000 points de repère chaque année pour savoir si le site est là, si le site est bien conservé, s'il possède un intérêt patrimonial et scientifique. Et ensuite, ça sert à bâtir le cahier des charges où éventuellement le préfet commande une fouille et où la fouille, à ce moment-là, dans un marché ouvert à la concurrence, est réalisée soit par l'INRAP, un peu plus de 50% des fouilles, soit par des services de collectivité habilités, soit par des boîtes privées agréées, l'ensemble faisant environ, on va dire, entre 500 et 600 fouilles par an en France. Ces fouilles, c'est soit la surface d'un pavillon, soit le canal Seine-Nord-Europe. Enfin, ça peut être des surfaces très grandes. Mais en tout cas, en 20 ans, la France s'est transformée en grand site archéologique. Plus on aménage, plus on en connaît sur son passé. L'ensemble des vestiges du paléolithique à la période contemporaine peuvent être expertisés. Et donc, en 20 ans, l'INRAP, c'est 50 000 points sur la carte de France qui ont été repérés, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, en métropole ou en outre-mer, pour la préhistoire ou pour la période contemporaine, avec une archéologie qui est directement en phase, on le disait, avec la société. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des endroits en France où il n'y a pas de cinéma, des endroits en France où il n'y a pas de musée, mais partout en France, il y a des ronds-points, et sous ce rond-point, il y a pu avoir une fouille archéologique. Donc, les archéologues sont partout, y compris à des endroits où il n'y a pas d'équipement culturel, y compris à des endroits où il n'y a pas des médiateurs, et frustration du président de l'INRAP, le législateur a prévu que l'Institut fasse des diagnostics, fasse des fouilles,
fasse de la recherche et fasse de la valorisation. Il aurait pu prévoir aussi que l'Institut ait un musée ou une grande salle d'exposition. Pour me frustrer, il ne l'a pas fait, mais je pense que c'est extrêmement bénéfique parce qu'en fin de compte, ça nous oblige, nous, archéologues de l'INRAP et nos collègues des collectivités et des boîtes privées, de faire de la médiation directe. Et donc, plutôt que d'exposer nos œuvres dans un musée principal, ben, on en profite et quand on fouille pour présenter les fouilles à la population locale, aux écoles, etc., des conférences, des actions de médiation directe. Et là aussi, sur le territoire, voilà, 2500 opérations, potentiellement 2500 endroits où il peut y avoir un contact entre les citoyens et l'archéologie. Et aujourd'hui, ça me semble être des éléments extrêmement importants. Donc, ça gomme ma frustration de ne pas avoir un bel espace pour recevoir une ministre ou un ministre, mais par contre, ça multiplie par 2000 l'endroit où je peux recevoir les citoyens, et c'est quelque chose de relativement heureux. Même chose à l'INRAP, on n'a pas de médiateur. Mais on a des archéologues et donc du coup, à un moment là aussi où on parle de fake news, où des gens parfois ont un petit peu de doute entre le discours et la réalité, nous, on essaie justement d'avoir cette action directe et en disant quand on ouvre nos chantiers ou quand on fait une conférence, bah, c'est le producteur de données, c'est celui qui a extrait les archives, qui échange avec le public. Et donc là aussi, ça donne aujourd'hui, je crois, un poids intéressant dans la validation de ces informations. Tac tac, je vais pouvoir aller plus vite vu que j'ai dit beaucoup de choses. Et puis voilà, depuis maintenant 2009, le ministère de la Culture nous a demandé d'organiser les journées européennes, au départ les journées nationales de l'archéologie, qui sont devenues maintenant les journées européennes de l'archéologie et dans lequel certains d'entre vous participent. Donc le but, c'est de ce mouvement de valorisation et de partage, de l'échanger au plus large pendant ce troisième week-end de juin ou à d'autres petites dates lorsque c'est pas possible. Je, pour un scientifique comme moi, pour un universitaire, l'INRAP, c'est aussi un produit un petit peu à part. En France, on a le CNRS, on a l'université, on a des institutions nobles, on a des académies comme la vôtre qui ont une histoire et une notoriété, une lustre, nous, et un lustre fort. Nous, on est une institution nouvelle, récente, 20 ans, dans lequel les gens qui financent notre activité sont les aménageurs, les maîtres d'ouvrage, et c'est-à-dire qui paient une activité qu'ils n'ont pas forcément voulu. D'où souvent cette fonction. Quand M. Bouygues ou M. Vinci, on l'oblige à faire une fouille préventive, il choisit son opérateur. S'il a bon goût, il choisit l'INRAP. Mais en revanche, ça fait de M. Bouygues la personne qui va financer la fouille. Mais par contre, ça fait pas de M. Bouygues, je ne devrais pas dire de nom, la personne la plus intéressée par l'archéologie. Donc là aussi, c'est un paradoxe. Euh, j'ai deux patrons, la ministre de la Culture et le ministre de la Recherche, mais par contre, celui qui finance en majorité mon activité, ce sont les aménageurs, et qui au départ le voyaient comme une chose à financer en plus ou en trop, parce que cette activité s'est régulée, parce que le travail de médiation est important, parce que l'archéologie plaît au plus grand nombre et à la société. Aujourd'hui, notre activité est une activité qui est apaisée dans ses relations avec les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics et privés. Très sincèrement, je suis arrivé à l'INRAP, je recevais presque journalièrement des coups de téléphone de préfets, d'aménageurs en disant, mais attendez, vous êtes sur le chantier, allez plus vite, ou pourquoi pas zapper, etc. Aujourd'hui, jusqu'à ces dernières semaines, ça n'arrivait plus, parce qu'en fin de compte, un équilibre était trouvé, et peut-être que les aménageurs, privés ou publics, qui avaient d'autres soucis financiers, l'accès au terrain, les sensibilités environnementales, et qui sont fortes aujourd'hui, les relations avec le voisinage, l'archéologie est un moyen aussi d'ouvrir un chantier de manière apaisante. Quand vous traversez des champs pour mettre en place un gazoduc,
Si c'est les archéologues qui arrivent en premier avec la pelle mécanique pour faire des sondages et fouiller, bah, ce sont des scientifiques qui viennent, c'est les enfants qui viennent voir les découvertes, c'est l'instit qui en parle, et ensuite, quand la personne qui met les tuyaux de gaz arrive, lui, il met le tuyau, il rebouche, et donc le côté destructeur du paysage, celui qui vient mettre une couche, a un petit peu disparu. C'est voilà, là aussi j'ai dit que je citerai pas de nom, donc je vais le faire. C'est pas bien, mais j'ai un échange qui j'ai trouvé presque touchant avec un grand patron du BTP en France qui disait on a beau faire des choses merveilleuses. Et vous le repérerez, c'est même nous qui avons inventé le couvercle qui protège le monde en recouvrant Tchernobyl. C'est nous qui l'avons fait. On fait des ouvrages merveilleux. Et par contre, on n'est pas populaire. En disant, on a beau faire du BTP de qualité, on ne nous aime pas. Et il le disait vraiment de manière triste. Il disait, j'ai même un journal qui m'appartient et on dit jamais du bien de nous, pourtant le journal m'appartient. Le seul moment où les gens sont émerveillés, c'est quand dans mes travaux, on trouve de l'archéologie. Et les gens, parce que l'archéologie est simple, parce que c'est un élément de proximité, parce qu'elle est compréhensible, et donc cet aménageur disait, bah voilà, je profite de l'archéologie, et pendant plusieurs années, de manière significative, il a été mécène des journées de l'archéologie, parce qu'il dit, associer mon nom à une manifestation de ce type est un élément positif. Donc là aussi, quelque chose qui était impossible pour qui a connu l'archéologie de sauvetage, on avait, et c'est encore visible ces dernières années sur les affiches des JEA, des partenaires, des soutiens qui étaient les aménageurs, parce qu'ils disaient bah, l'aménagement ancien du territoire, nous se mettre dans la continuité a du sens. Et pour nous aujourd'hui, dire, ben voilà, de toute façon, moi je ne détruis pas la forêt. Vu que les archéologues ont trouvé une villa romaine dessous, ça montre bien qu'il y avait de l'aménagement qui était fait avant. Je schématise un petit peu, mais c'est des éléments précis qu'on peut avoir en tête. Les 2400 archéologues de l'INRAP, c'est pas rien parce que c'est ce qui, en France, a permis de renforcer les filières d'enseignement de la classique, d'histoire, de géographie, d'anthropologie, de géologie, d'archéologie. Donc, on a créé de l'emploi à l'INRAP, on a créé de l'emploi au ministère de la Culture, on a créé de l'emploi dans les collectivités territoriales, on a créé de l'emploi, ça crée de l'emploi dans les boîtes privées et avec des gens qualifiés ou passionnés et ceux qui n'étaient pas diplômés à un haut niveau, au bout de quelques années d'expérience en archéologie préventive, ils ont réellement inventé un métier et ils ont un savoir-faire aujourd'hui qui est impressionnant dans la mise en œuvre des chantiers, quel que soit le type de terrain et quelles que soient les latitudes. Je vous fais pas de la publicité, j'ai rien à vous vendre et même actuellement un petit peu abasourdi par ce qui se passe. Mais pour vous dire que ce dispositif mal né dans le conflit, est arrivé à avoir quelque chose qui avait du sens et qui produisait de la connaissance et du contact avec les populations. Pourtant, il pourrait paraître brutal, hein. Ces fameux diagnostics, comme je disais, dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'expertise à 10%, généralement, des champs, c'est-à-dire on va tracer une autoroute, on fait une tranchée à 10%, on fait des tranchées à 10% pour repérer des sites. L'intérêt de cette démarche, et donc il ne faut sans doute pas abandonner, contrairement à quelques propositions actuelles, c'est que ça permet de savoir plus sur ce qu'on connaissait avant. On savait qu'il y avait une villa, on arrive à en faire le détourer, à la fouiller, mais également de trouver ce qu'on ne savait pas. Et ça a été une démarche pas si simple à établir. On dit, tiens, on est dans cet espace de zonage, on va y aller, et ce site est inconnu, et c'est là, voilà, la connaissance, comme on dit des gens plus savants que moi, c'est pas l'accumulation de la connaissance, c'est la mise en perspective, et c'est de trouver des nouveaux laboratoires, et cette archéologie-là permet de trouver des nouveaux laboratoires. Donc ça, c'est un élément important. Et puis cette archéologie-là, je disais tout à l'heure de manière un peu rapide que l'archéologie préventive avait transformé la France en grand site archéologique. Ça a aussi inventé quelque chose qui peut troubler une vieille personne comme moi, c'est que ça a inventé l'archéologie intersite.
Voilà, moi quand j'ai commencé à fouiller, je fouillais dans un oppidum limité par des murs, comme certains fouillaient sur une villa romaine ou une chapelle ou dans une grotte. Le périmètre du site était connu. Cette archéologie préventive, elle sort des murs du site archéologique, elle fait éclater la notion de site archéologique, vu que même dans des endroits où on ne trouve pas de vestiges matériels, des murs, des tessons, des sépultures, on peut trouver des sédiments, et dans ces sédiments, les études palynologiques, les études anthracologiques, les études pédologiques permettent aussi de dessiner les terroirs, les territoires, de voir l'évolution des climats, de voir les types de couverture végétale. On parlait tout à l'heure des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, d'avoir ces réflexions-là ont du sens. Moi, pardon de mon accent, j'espère pas trop pénible en Wallonie, pour vos oreilles wallonnes. Euh, dans ma région méridionale, aujourd'hui, il y a de forts enjeux, notamment liés aux crues des fleuves, des rivières, sur les zones littorales. Or, chaque fouille archéologique, même si elle ne révèle pas de l'habitat, sont autant d'indicateurs qui montrent comment les populations dans les périodes anciennes se sont protégées des problèmes de crues ou de glissement de terrain, voire les ont subis, mais en tout cas sont autant d'indicateurs, autant d'éléments. Et ça, c'est important un moment où les populations bougent beaucoup actuellement, où il y a beaucoup de migration, où personne ne vit et ne meurt au même endroit, où c'est exactement rare, on va travailler, etc. Et donc, du coup, les archéologues, en donnant comme ça des témoignages d'éléments anthropiques, mais aussi d'éléments naturels, donnent aux citoyens des repères dont ils n'avaient pas la mémoire. Voilà. Pardon, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Moi, quand j'étais petit, la sirène du village sonnait, les gens montaient les meubles à l'étage, ça voulait dire que le fleuve Hérault montait. Et les gens savaient que le fleuve montait jusqu'à telle hauteur, qu'il y avait tel dégât. Et ensuite, quand le fleuve baissait, les gens nettoyaient et continuaient à travailler et à vivre. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette mémoire-là. Ils viennent l'été, ils trouvent un terrain joli, ils achètent là, où la pression immobilière fait qu'on construit un peu n'importe où. Et donc, les gens n'ont pas la mémoire à 10 ans, à 20 ans, il y a 30 ans, de la manière dont le mouvement. Et là, l'archéologie peut avoir un sens aujourd'hui en donnant ces repères qui ne sont pas uniquement des objets dans un musée, non pas uniquement des sites qui sont fossilisés, mais également d'un territoire qui s'est construit, d'un terroir qui a évolué depuis les périodes anciennes jusqu'à des périodes récentes. Voilà. On avance, alors c'est en milieu rural, c'est en milieu urbain, avec des variations dans l'aménagement. Il y a eu une phase des TGV, des autoroutes, des années 70, 80, 90. Il y a eu ensuite la phase des lotissements de pavillons. Même, il y a eu la phase ces dernières années de parcs logistiques, on en a vu beaucoup dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, dans la volonté probable d'économiser les terres agricoles, il y a une volonté de réaménager dans les centres urbains. Et là, dans les centres urbains aujourd'hui, on tombe dans des zones qui n'avaient pas été aménagées, qui sont généralement les espaces derrière les églises, des anciennes, des anciens cimetières. Et donc là aussi, cette archéologie en 20 ans, et d'autres que moi pour en témoigner, Pascal ou d'autres personnes dans la salle, a su s'adapter à des types d'aménagements différents en compétences, en spécialité, en chronologique ou autre. Et du coup, petit à petit, c'est des pièces complémentaires du puzzle qui sont aménagées. Les grands transepts ont permis d'avoir une vision d'évolution des paysages sur la longue durée. Les concentrations dans des petits secteurs, mettons dans la fouille de cimetières médiévaux modernes, permettent d'avoir des approches sur la démographie, sur les maladies, sur l'ADN, etc. Donc du coup, la variation de l'aménagement, hier les ZAC, aujourd'hui les éoliennes, peuvent être pour l'archéologue de manière opportuniste, sans qu'en tant qu'en citoyen je m'en réjouisse tous les jours, de manière opportuniste pour les archéologues, peuvent être une moyenne de compléter nos dossiers. Ça nous oblige à affronter, à fréquenter des bibliothèques qu'on ne fréquentait pas auparavant, et en fin de compte, à avoir une vision un peu plus complète de l'information.
Tout ça paraît peut-être trop positif et peut-être un peu longué, donc je vais accélérer. Bon, les tombes, c'est un élément éthique éthique et scientifique très important. Voilà. Pendant longtemps, là aussi, je parlais des gens qui bougent. Là aussi, vu qu'on n'est pas enregistré, donc je veux le dire, les élus avaient la mémoire de l'endroit où il y avait l'ancien cimetière, etc. Aujourd'hui, un élu pourra être étonné parce que derrière l'église, qui s'appelle le square Saint-Odile, on trouve des sépultures en disant, mais attendez, les archéologues sont tombés là-dessus. Non, non, monsieur, si depuis 2 siècles, on n'avait pas aménagé ce petit espace, c'est parce qu'on avait sanctuarisé ça. Donc c'est une responsabilité qui nous incombe à nous aujourd'hui, archéologues, de fouiller des sépultures dont on savait qu'elles étaient là, dont scientifiquement on pourrait parfois interroger l'intérêt d'aller les fouiller, et où par contre l'archéologue facilite la vie des élus qui en France du coup ne contreviennent pas au code civil qui dit que un corps doit garder normalement toute sa voilà on doit être respectueux du corps y compris après la décès de la personne. Donc ça voilà c'est quelque chose qui a bougé ces dernières années dans cette reconquête des centres-bourgs mais qui doit nous interroger d'un point de vue éthique. Moi, à un moment donné, est-ce que nous, archéologues, on est des croque-morts? Est-ce qu'on doit nettoyer les cimetières? Ou est-ce que c'est la société qui doit se poser une question en disant, bah oui, on aménage ces anciens cimetières et donc on gère ça? Est-ce que c'est à nous, archéologues, à faire ça chaque fois? Ça fait partie des questions. Alors, en tant que président de l'INRAP, si j'ai la fouille dans le cimetière, je suis content parce que ça me fait des journées de travail, etc. Mais en tant que chercheur ou citoyen, moi, je serais prêt dans quelques temps à poser cette question, quoi. Est-ce que c'est toujours le travail des archéologues de faire ce genre de choses? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un prétexte à d'aménager des espaces qui est des lieux de mémoire, des sanctuaires connus et répertoriés en tant que tels? J'avance. Le travail de l'archéologue, vous le savez tous, hein, c'est la fouille, mais c'est aussi des études. Et là, je n'en suis pas un spécialiste, mais aujourd'hui, toutes les études paléo-environnementales, toutes les études de paléogénétique, etc., enrichissent de manière forte un corpus dont notre responsabilité à nous, archéologues du préventif, c'est aussi de nourrir au mieux l'ensemble de la communauté. Nous, on est des producteurs de données. On récupère des archives du sol et ça semblerait paradoxal que nous, on ait ces données, et ensuite un chercheur du CNRS, un chercheur de l'université, un jeune thésard passe 3 ans à aller récupérer des données à droite à gauche. Et donc, il faut qu'on arrive, de manière raisonnable, éthique, à mettre de plus en plus de passerelles pour qu'un étudiant en archéologie aujourd'hui, plutôt que de passer 4 ans à réunir de la documentation, passe plutôt 1 an sur le terrain avec des archéologues de l'INRAP, ensuite prennent cette documentation et arrive à la mettre en perspective de manière un peu plus large. Mais aujourd'hui, ce n'est pas rien. On en parlait tout à l'heure à midi euh, sur les problèmes de la documentation et l'exploitation des données. Il m'a semblé entendre que vous pensiez en Wallonie que vous n'étiez pas au top dans l'exploitation scientifique et la publication des données venant de fouilles. En France, on a un bilan important en nombre, mais qui n'est qu'un pourcentage, pas assez satisfaisant à mon sens, des données qu'on produit. On fouille plus que ce qu'on exploite. Alors, on fouille, on produit des données, on produit des archives qui seront interrogeables, mais c'est une partie de ces archives qui sont actuellement interrogées. Donc ça aussi, je vous disais qu'honnêtement, je vous présenterai les forces et faiblesses. Voilà, on a une capacité d'intervention, une capacité à recueillir des archives, à les organiser, à les gérer. On n'a pas pour le moment des capacités à digérer l'ensemble des informations. Les archéologues pourraient dire on se calme à ce niveau-là, si c'est nous qui décidions de nous donner les moyens, pour que la partie exploitation des données soit plus importante. Le service fait pour, dans le cadre législatif et réglementaire, ce qu'on doit à l'aménageur et ce qu'on doit au ministère, c'est le rapport de fouille. Pour chaque opération, les 2500 dont je parlais tout à l'heure, Diag ou fouille,
on rend un rapport et les archives et ce qu'on appelle les biens archéologiques, donc les objets, les prélèvements, tout ça forme le lot qui est rendu à la fin de l'opération. Mais ce qui intéresse l'INRAP, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on a rendu le rapport, on estime qu'on n'a pas rendu à la société et que donc les actions qu'on menait tout à l'heure, on continue à la mener sur le terrain, dans les publications, dans les expositions qu'on réalise soit avec des partenaires nationaux. Demain soir, au Musée d'archéologie nationale, on va inaugurer une grande exposition sur l'âge du bronze, mais on est en collaboration avec une quarantaine de musées sur le territoire national municipaux, de métropoles, de collectivités départementales, régionales, pour mettre en place des expositions thématiques. Donc on les bâtit jamais tout seul, on les bâtit avec eux, mais on fournit l'expertise, la documentation, et on met en place une synergie sur l'ensemble du territoire national. Je parlais des écoles, je parlais tout à l'heure avec un peu d'humour de ma frustration de ne pas avoir de grands musées, mais on a fait des expositions sur les parvis des gares, dans les couloirs de Montparnasse, dans des lieux comme ça inattendus. On essaie de présenter l'archéologie, où sont les gens, en disant qu'on intéressera les gens qui sont intéressés par l'archéologie, mais aussi les autres citoyens. Et ça, en métropole et en outre-mer, là c'était l'exemple aussi, ce qu'on fait c'est pas l'archéologie de la France à La Réunion, c'est pas l'archéologie de la France aux Antilles, c'est fouiller aux Antilles et mieux connaître, enfin fouiller en Guadeloupe, en Martinique ou à Saint-Martin, et du coup mieux éclairer le peuplement de l'art caribéen grâce aux moyens de cette archéologie préventive pilotée par l'État français. Même chose en Guyane, c'est pas mettre un petit morceau d'histoire de France en Guyane, c'est fouiller sous le pas de tir d'Ariane 6, comme on l'a fait, connaître le passé ancien de la Guyane et du coup mieux comprendre le peuplement du plateau des Guyanes, des périodes anciennes jusqu'à des périodes récentes. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas par définition, c'est pas une archéologie coloniale, c'est une archéologie dont les moyens mis en place permettent d'éclairer une histoire de certains territoires mondiaux. Cette archéologie-là, elle a montré avec l'incendie de Notre-Dame, en haut à droite, un petit peu une petite faille. On a concentré les moyens, nos actions, sur des sites qui étaient mis en péril par l'aménagement du territoire. Et on s'était camouflé, pardon, sans froisser personne, derrière un vocabulaire presque religieux de patrimoine éternel de l'humanité. Or, l'éternité, c'est un vocabulaire religieux, c'est pas un vocabulaire scientifique, et de dire qu'un patrimoine est éternel est une absurdité. Un patrimoine, il a une histoire, il a un début, un milieu, une fin. Et on a beau prendre un bâtiment et lui donner un label UNESCO, un label monument historique, etc. Si on ne l'étudie pas, le patrimoine de lui-même va se déliter et on ne l'aura pas. Alors, il y a l'exemple de Notre-Dame de Paris qui a été terrible et on parlera rapidement en conclusion de la réaction qu'on a eue et qui a relativement bien marché, mais je suis pas sûr qu'on arrive à le refaire à tous les coups. Notre-Dame de Paris, dont on n'avait pas de relevé de la charpente, dont il n'y avait pas de fouilles qui avaient été réalisées à l'intérieur, qu'on ne connaissait pas, et qui aujourd'hui, que l'opération est terminée, 20% de la cathédrale a été fouillée, et c'est la cathédrale en Europe qui a été le mieux fouillée. Pour Paris, on a, grâce à la fouille de Notre-Dame, des vestiges de la période romaine jusqu'à, bien entendu, la période moderne dans les parties qui avaient été explorées en tant que telles, et des vestiges de tout ordre. Donc, on a transformé pendant quelque temps Notre-Dame de Paris en grand laboratoire et on verra que ça a eu des incidences. Mais il n'y a pas que Notre-Dame de Paris. La carte que vous avez sur la gauche, pardon, je confonds ma gauche et ma droite, parce qu'en France, à ce moment, je, je ne suis pas le seul. Sur la carte que vous avez sur la gauche, présente le patrimoine officiel. Et tout à l'heure, je vous parlais, moi, des 50 000 sites qu'on avait fouillés jusqu'à présent. Vous voyez qu'il y a quand même un gap extrêmement important. Et donc, les cathédrales, qui sont peu ou pas connues,
Les châteaux, on parlait tout à l'heure de ruines, vous employez le mot joli à l'oreille de ruines. C'est quoi ces ruines? On les fossilise, on les cristallise, mais du coup, est-ce qu'on les étudie en tant que telles? Et c'est quoi qu'on étudie? Et pourquoi on regarde pas ce qu'il y a dessous? Un exemple, vous avez sans doute vu l'amphithéâtre de Nîmes, les arènes de Nîmes, où il y a aujourd'hui des spectacles, tauromachiques ou de variété ou autres. Or, l'amphithéâtre de Nîmes, il y a depuis 10 ans maintenant une politique de restaurer l'amphithéâtre, et c'est un petit peu comme le radeau de Thésée. Chaque année, il y a une travée qui disparaît, qui est remplacée avec des pierres neuves, c'est-à-dire que ce que vous voyez devant l'amphithéâtre, c'est pas le bâtiment romain, c'est un double qui a été aménagé ces dernières années, et donc là aussi, si on y prête garde, le site a beau être classé, vivant, on ne l'aura jamais compris. Et là, depuis 5 ans, on accompagne la restauration des amphithéâtres de Nîmes, pourtant classés, ce qui a permis, de mieux comprendre sa construction et le bâtiment lui-même, mais également de révéler la présence d'une salle, d'un espace de spectacle antérieur à la bâtisse en pierre qu'on voit aujourd'hui et qui serait sans doute un des anciens, en matériaux périssables, un des bâtiments les plus anciens. Et puis en bas à droite, c'est la grotte Cosquer à Marseille, là aussi une découverte extraordinaire, je regarde Pascal et autres. Or, les bâtiments de la flotte font que chaque année, on repère des parties des peintures, des traces qui disparaissent. Et donc là aussi, dire qu'on a une grotte nouvelle, la classer monument historique, si on ne l'étudie pas, si on ne la fouille pas, on ne l'est pas. Donc du coup, et je passe sur tous les éléments liés au changement climatique dont on parle tous les jours et dont on sait aujourd'hui, quelles que soient nos convictions, qu'il est là, on le subit. Euh, la fonte des glaciers qui révèle des vestiges de différentes périodes, les cours d'eau dont les crues sont de plus en plus violentes, les littoraux qui sont assujettis à des modifications profondes. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a des zones blanches. Il n'y a pas de maître d'ouvrage, par définition, de ces problèmes climatiques, sinon l'ensemble de la communauté. Il n'y a pas du coup de faits générateurs. Il n'y a personne pour les financer. Et donc là aussi, en s'intéressant par logistique, parce que derrière, il y a quelqu'un qui paie, on risque d'oublier un pan de notre patrimoine dans des secteurs fortement occupés dans des périodes anciennes, sur lesquels on ne va pas parce qu'on n'a pas les moyens. Donc là aussi, il y a une réflexion à faire à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, pour dire il y a un patrimoine en danger. C'est pas uniquement ce qui se passe au Proche-Orient, c'est pas uniquement ce qui passe au bout de la planète, c'est pas uniquement ce qui suscite l'émotion, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est aussi aujourd'hui des vestiges qui disparaissent. Alors, on peut l'assumer en disant il en restera 10% et on les étudiera dans 10 ans quand on sera riche, ou alors aujourd'hui, poser des questions et essayer de mettre des moyens sur ce patrimoine qui disparaît. Les archéologues ne sont pas partout en France, hein. Je vous parlais de ces 600 ou 700 kilomètres carrés. C'est uniquement sur ces 700 kilomètres carrés 2% des aménagements qui font l'objet de fouilles. Donc c'est une toute partie de l'espace aménagé qui fait l'objet de fouilles. Très sincèrement, c'est la bonne mesure, parce qu'en fin de compte, ces 2% ne laissent pas tomber 98% du patrimoine. Ils laissent tomber 98% d'espace dans lequel le patrimoine a été bouleversé, dans lequel il n'y a pas eu d'aménagement, dans lequel le patrimoine ne revêt pas à nos yeux actuels un intérêt important ou prioritaire, parce que la recherche, c'est aussi faire des choix, faire des moyens, et on sait qu'aujourd'hui, les moyens manquent, les ressources humaines peuvent manquer, etc. Mais voilà, la carte des aménagements qu'on a suivis ces dernières années, autoroute, TGV, gazoduc, canal, tramway, métro, vous voyez, la France comme ça et tous ces linéaires ont été suivis. Donc on a une vision proche, les diagnostics réalisés à grande échelle, et puis la carte que vous avez à droite, c'est les interventions d'archéologie préventive entre 79 et 2020.
Cette carte, moi, je l'avais commandée à mes équipes quand l'INRAP a fêté ses 20 ans en 2022. À la fois, j'étais fier de cet établissement et il y a de quoi. Et puis, un petit moment d'angoisse comme ça, la nuit, là aussi, quand vous êtes vieux, vous vous réveillez, vous dites, c'est bien de dire qu'on fouille 2200 sites devant un auditoire de qualité, mais c'est quoi la responsabilité, quoi? 20 ans de plus, on en aura fouillé 50 000 de plus, il restera quoi de ça? Et donc, on a décidé à partir de 2002 de faire un atlas qui permette de présenter par période tout ce que l'on sait. Et quand j'ai voulu produire cet atlas, et en disant on va faire tout ce que, on va présenter tout ce que l'on sait, le tout étant un peu prétentieux mais globalisant, c'était aussi en miroir pour dire tout ce qu'on ne sait pas et pour essayer de problématiser notre activité préventive qui pourtant était liée à l'aménagement. Parce que l'avantage d'une carte, c'est que ça permet de mettre des points, et donc ça te permet d'impressionner en disant partout vous avez des points selon la densité, c'est l'endroit où on a fouillé. Mais du coup, ça montre aussi, quand vous voyez des points, s'il y a du contraste, c'est que ça montre des zones claires, des zones classes. Et donc en disant voilà tout ce qu'on connaît, et du coup créer une colonne, tout ce qu'on ne connaît pas d'un point de vue chronologique, d'un point de vue thématique, d'un point de vue géographique. Et essayer de dire, est-ce qu'on ne peut pas commencer, Pascal ne répète pas ça de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à programmer la recherche préventive et qu'on soit capable de piloter notre activité en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on voudrait connaître, et là aussi pour être régulé non pas par des politiques qui ont d'autres soucis et qui du coup parfois proposent des choses qui sont incohérentes, non pas uniquement être piloté par l'argent dont on sait qu'il sera de moins en moins important, mais également piloté par nos propres actions. Et ça, j'avoue que j'essaie d'y mettre de l'énergie là-dedans. J'y suis pas arrivé parce que je suis pas assez costaud, mais je pense que c'est ça la bonne direction. Si on n'y prend pas garde, il y a des gens qui vont nous dire au stop, il y a d'autres priorités, les hôpitaux, les écoles, la sécurité, la guerre dans tel pays, et stoppons l'archéologie. Il y a des gens qui vont dire on va simplifier, enlevons ça parce qu'il y a d'autres priorités effectivement que ça. Et donc je crois que c'est nous, archéologues, non pas à nous juguler, mais à essayer de programmer et de dire voilà ce qu'on peut apporter à la société, voilà ce qu'on peut apporter à la connaissance de l'histoire de notre pays, et voilà où on aimerait pousser notre attention. Tant mieux si on en fait plus, tant mieux si ça déborde de la remorque, mais en attendant, voilà quelles sont nos priorités. Et ça, je crois que si on arrive à porter ce discours de manière un peu plus ferme, on serait peut-être un peu plus crédible, ou du moins on démasquerait plus les gens de mauvaise foi, quoi. En disant, moi je réclame pas plus d'argent, je réclame pas plus de moyens, je réclame pas plus de fouiller plus. Je vous dis que pour fouiller mieux, voilà ce qu'il faut faire, parce que c'est mon métier, je suis chercheur, et si on fait pas ça, on va se tromper. Voilà. Et ça, c'est le grand défi. Et moi, voilà, c'est un petit peu, je vous livre le secret de cet atlas qui est paru, qui a été largement diffusé, qui est plutôt bien fait et qui a été un bon succès de librairie. Voilà, en France, on en a vendu 30 000 exemplaires en une année. Pour un livre d'histoire et d'archéologie, c'est un bon chiffre. Et en tout cas, c'était pas uniquement pour dire voilà tout ce qu'on a fait, c'est aussi pour dire voilà demain comment on devra travailler. J'avance et j'accélère. Parce que quand on change de couleur, qu'on change d'échelle, on le voit les zones blanches aussi, hein. Voilà, ça c'est la carte à gauche de nos fouilles, en accentuant un peu les couleurs et les volumes. On voit les zones rurales, on voit les zones en dehors des littoraux, on voit les zones en dehors des espaces de circulation dans lesquels on ne sait pas. Et on pourrait dire c'est là-dessus qu'on doit porter plus attention. Les vestiges ont été importés. Voilà une image de l'Atlas paru l'an passé. L'histoire de notre pays a été renouvelée en s'appuyant sur ces fouilles programmées conduites par des collègues de l'INRAP, des collectivités, des boîtes privées, du CNRS, de l'université, du ministère de la Culture. Ces fouilles programmées qui sont des laboratoires à ciel ouvert, qui donnent des référentiels sur le temps long et qui sont nécessaires. L'archéologie préventive a permis de combler les vides et du paléolithique jusqu'à des périodes récentes
C'est ce qu'on a essayé de mettre en perspective grâce à l'ensemble de ces fouilles et raconter un petit peu une stratigraphie large du territoire national, d'inclure dedans les écorestes parce que c'est important pour la vie des populations anciennes, mais aujourd'hui par rapport à notre conscience environnementale. Et puis, là aussi, pour essayer de hiérarchiser nos fouilles. Voilà, je dis 2000 fouilles par an, mais certaines ont des importances d'autres. Ça, c'est la fouille dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la fouille de Lavaux, près de Troyes, qui a révélé une sépulture d'un prince celtique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, le monsieur, il avait une sépulture de 4 hectares, c'est pas mal. Et on en parle, je vous montrer quelques images, sur des grandes surfaces, là aussi, notamment en Guyane, notamment sur la bordure du littoral, où on a utilisé des moyens qui nous permettent d'exprimer sur des grandes surfaces. Euh, des, des études qui vont du lithique sans hiérarchie jusqu'à des matériaux modernes qu'on essaie d'interroger la connaissance effectivement sur d'autres humanités, sur Néandertal et d'autres, et ça c'est un élément important aussi. Une carte, on le sait, on a très peu de restes de cette période-là, et l'archéologie préventive a permis de multiplier les sites, a permis de multiplier les restes, et donc permet d'avancer et de réfléchir là-dessus. Depuis 2016, cette archéologie préventive s'est étendue aussi au domaine sous-marin. C'est pas si simple que ça, parce que ça touche les littoraux, mais aujourd'hui, le domaine sous-marin, pour la France, qui occupe, je crois, le deuxième espace maritime au monde, mais normal, et haha, la Wallonie peut pas en dire autant. C'est aussi tous les câbles sous-marins qui nous relient, c'est les éoliennes offshore, etc. Et c'est une archéologie en zone extrêmement profonde, donc voilà, mais qui demande des moyens, qui là aussi, voilà, c'est 2016 presque 10 ans après, on a avancé très peu. Mais pourtant, on devrait y être et on devrait le faire bien. L'étude des paysages, je crois là aussi, on en parlait tout à l'heure. Je pense que l'archéologie est une manière utile pour sensibiliser à l'évolution, à la notion de vivant, dont on parle beaucoup d'un point de vue philosophique, mais on a souvent peu d'accroches avec des enfants, avec une population large. Et là, l'archéologie, voilà, évoquer ce qui existe et ce qui n'existe pas contemporain des populations préhistoriques et la manière dont les paysages ont évolué, dont les espèces ont disparu, c'est des supports qui sont importants et donc c'est à mon avis une archéologie qui compte en tant que telle. Bon, des images fortes comme ici dans l'Atlas, une image qui restitue notre paysage il y a environ 21 000 ans. Voilà, le problème des glaciers, le problème des limites littorales de notre pays, de son peuplement. Je crois que voilà, ce type de document posé dans une classe, posé à l'université, permet d'interroger et de poser des problématiques liées à l'environnement, au climat, etc. Et permet parfois, de manière simple, d'expliquer aux gens pourquoi la grotte Cosquer, l'accès est à 35 mètres au-dessous de la Méditerranée. Bouger un petit peu les cadres qu'on avait, ça je renvoie aux travaux et à ce qu'a su faire naître Pascal. Voilà, quand vous interrogiez les gens dans la rue et que vous parliez de l'art préhistorique, ils vous disaient que c'était la vallée de la Vézère en Dordogne, Cosquer, éventuellement Chauvet. Là, grâce aux découvertes dans les Hauts-de-France, grâce aux découvertes en Angoulême, grâce aux découvertes en Bretagne, on s'est aperçu que l'art préhistorique était à peu près partout sur le territoire national. Et donc, ça permet aussi d'un peu bouger les cadres grâce à cette archéologie qui ne s'est pas intéressée uniquement à des pièges préhistoriques, des grottes, des espaces karstiques, mais également d'autres espaces environnementaux. Donc, ça casse un petit peu les cadres. Voilà les différentes présences. Il me reste 3 minutes, c'est ça? 4, d'accord, j'avance. La place de l'animal au sein des sociétés, je parlais du vivant actuellement qui est très à la mode, très tendance, mais voilà,
comme si nous, on inventait une autre manière de vivre, analyser les sociétés paléolithiques et les sociétés néolithiques et leurs liens avec leur environnement, est quelque chose qui me paraît intéressant aussi pour essayer de relativiser nos réactions actuelles. Des grands mouvements comme le néolithique aujourd'hui peuvent être appréhendés sur des grandes surfaces, au-delà des schémas classiques de du passage de la culture de la collecte à la culture. On a aujourd'hui des exemples des modes de vie qui sont intéressants, l'art, y compris à grande échelle, qui est interrogé, le problème du renouvellement des matières avec le problème des dépôts de l'âge du bronze que l'INRAP interroge particulièrement cette année. Des éléments sociétaux intéressants. Moi, cette carte, voilà, 2 secondes. Après, je vous promets, je perds plus de temps. C'est la carte de la pratique de l'incinération à l'âge du bronze. Voilà, l'âge du bronze qui apparaît pardon, l'incinération qui apparaît au troisième millénaire dans le nord-est de la France et qui va se répandre par vagues successives jusqu'à la Côte d'Azur où il sera jamais majoritaire. Mais voilà, c'est aujourd'hui où on interroge le traitement des défunts, montrer qu'il y a des mouvements comme ça importants qui se mettent en place durant certaines périodes. J'ai parlé de Lavaux et de ses belles découvertes qui seront présentés bientôt au musée de Troyes, avec là aussi une responsabilité de l'archéologie préventive. Ces tombes princières, on en connaît en Suisse, on en connaît en Allemagne, on en connaît en France, Vix, etc. Les Allemands n'auraient pas fouillé Lavaux comme nous en préventif pour construire un parking, hein. Donc là aussi, c'est une fouille hors du commun à l'échelle européenne qu'on a pu mener, mais qui nous engage aussi dans l'étude et dans la restitution au public. J'avance sur des photos de Lavaux. Mais du coup, cette archéologie préventive nous permet de réinterroger aussi des sites qui n'avaient été abordés que par leur documentation. Lavaux, ce grand tumulus, fouillé correctement par l'INRAP et qui a livré du bon mobilier. 60 ans avant, la fouille de Vix, où on avait extrait le cratère sans étudier ni le défunt correctement, ni la sépulture. Et donc, on est revenu après la fouille de Lavaux, fort de l'expérience de l'ensemble tumulaire princier de Lavaux, refouiller la tombe de Vix, qui a enfin retrouvé du contexte. Et ça, je crois, c'est dans les capacités aujourd'hui de l'archéologie préventive à redonner un contexte sur un sujet universel, celui des musées aujourd'hui, en France, en Belgique, ça a été fait, ou ailleurs, qui s'interrogent sur leur collection et la manière dont les valoriser, dire qu'aujourd'hui l'archéologie a les capacités à redonner un contexte à des objets qui ont été prélevés d'un sol national ou ailleurs, je crois que ça peut être une force dans notre discipline. On dit, on peut conserver ces objets, ou si on ne les conserve pas, on peut aussi redonner un contexte et raconter une autre histoire, et pas uniquement celle d'un passé colonial plus ou moins glorieux, mais de nos capacités aujourd'hui à réécrire une histoire qui peut être partagée. Voilà, ça c'est le cratère de Vix, et ça c'est trouvé il y a 60 ans, et ça c'est la fouille qu'on a pu mener récemment. J'avance sur la période gauloise, qui est la période la plus intéressante. L'acquisition de l'écriture avec des informations aujourd'hui qu'on pourra croiser. Tout ça pour vous dire que cette archéologie préventive, c'est des points, mais c'est aussi des thèmes qui, j'espère, seront travaillés par des gens plus savants que moi ou que nous. La mise en culture, la mise en perspective des cultures. J'ai pu goûter un vin de Liège à midi qui était très bon, mais le vin apporté par les Grecs il y a 2600 ans inscrit une tradition viticole plus ancienne dans certains secteurs d'Europe, et ça se voit. Les traces de cette viticulture ancienne, d'autres, des angles morts de notre histoire en France, l'archéologie du monde musulman, l'archéologie du judaïsme. Voilà, des choses qui n'étaient pas dans le récit national, dans le roman national, que l'archéologie, par le fait du hasard, a permis de révéler. Des tombes musulmanes à Nîmes, des éléments de lieux de culte juifs, etc., révélés par l'archéologie, qui permettent aujourd'hui de dire c'est pas tout, c'était pas partout, mais en revanche, ça mérite d'être étudié.
Avec un petit exemple, quand on a fait l'Atlas, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup engueulé, et quand j'ai remis le manuscrit à l'éditeur, Talandier, qui est un éditeur historique sérieux, il l'a regardé, il a dit, mais je peux pas publier ce livre. Alors là, moi, j'ai blémi, même plus que ça, et il me dit, mais vous traitez pas des protestants, et on peut pas publier un livre d'histoire dans lequel on ne parle pas de la Réforme. Et moi, archéologue, j'étais incapable de citer un site archéologique qui raconte la Réforme. Voilà, la Saint-Barthélemy, vue par l'archéologie, on est passé à côté. Et donc, on a joué sur une carte de la contre-réforme, et là, du coup, en montrant la contre-réforme, ça a permis de faire un chapitre sur la réforme et le protestantisme, ce qui du coup m'interroge moi en tant qu'archéologue, quand on parle les mégalithes, est-ce que le mégalithe, c'est pas la contre-réforme d'un mouvement qui aurait eu à la fin du néolithique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Pour vous dire aussi qu'il y a des angles morts dans notre histoire et que l'archéologie, par la masse de la documentation, en choisissant des thèmes, permet peut-être aussi de bâtir des discours nouveaux ou intéressants. Là, je passe sur l'archéologie du judaïsme. Et puis Notre-Dame, avec, je vous dis, un exemple qui était, voilà, l'incendie de la cathédrale, une émotion forte, d'autres priorités que l'archéologie. Et puis, on a joué, honnêtement, je le dis parce que j'étais modestement l'acteur de par en tant que président. Voilà. Pendant la nuit, ça brûlait. J'ai pris mon ordinateur et j'ai envoyé un mail à la ministre en disant bah, votre établissement est à votre service. Mais moi, j'étais ému quand j'ai écrit ça en disant bah, nous, on a affaire avec le patrimoine, donc voilà ce qu'on peut faire. Mais vraiment, quand je faisais ça, c'était de la psychanalyse à bon marché à 2 heures du matin. Dès le lendemain, j'ai eu une réponse parce que j'imagine que la psychologie était toute identique de l'autre côté, en disant mais bien entendu on fera appel à vous. C'est-à-dire que les gens devant un malheur aussi grand, la réaction c'était de dire bah si vous dites que vous pouvez, nous on aura forcément besoin de vous. Ça, donc ça montre qu'à un moment difficile, on peut tous agir. On l'a vu également par rapport au patrimoine en danger en Syrie. Et dernier élément, il y a eu un élément extrêmement fort aussi, celui du président de la République, qui de manière très ferme a dit on va reconstruire à l'identique. Et ça a paru comme étant quelque chose d'apaisant, un moment où des gens imaginaient à Notre-Dame de faire tout et n'importe quoi. Le président a dit ça sera à l'identique. La seule chose que nous, on a entendu en tant qu'archéologue, c'est-à-dire, mais c'était quoi l'identique? Et comme il n'y avait pas le plan, c'était quoi les matériaux? C'était quoi la charpente? C'était quoi le plan initial? Et donc, du coup, on s'est proposé, c'est là que, après l'émotion, on a été plus rationnel. On a dit, ben, nous, on peut étudier la ruine, et à partir de la ruine, de l'effondrement, ne pas traiter l'effondrement comme des choses qu'on doit évacuer pour reconstruire du neuf, mais étudier ce qui était effondré comme étant des éléments qui peuvent nourrir le cahier des charges du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Alors, il y a eu de l'argent, il y a eu de la méthode, il y a eu de la rigueur, il y a eu du poids politique, et donc tout le monde a travaillé de manière ferme, mais il y a eu des résultats au fur et à mesure, et aujourd'hui que c'est terminé, ben, on a un beau dossier patrimonial, on a un espace qui est redevenu un espace religieux et touristique, mais on a également des archéologues qui ont nourri une connaissance forte de la cathédrale. Je vous dis, ça a été les premiers à rentrer en haut à gauche, à trier les matériaux pour savoir ce qu'on pouvait tirer de la charpente qui avait jamais été étudiée, de la voûte dont on connaissait pas les détails, de voir ce qu'il y avait en sous-sol parce qu'on savait qu'on allait creuser et donc de faire du géoradar pour en voir le sous-sol. Et puis ensuite de fouiller à 20 centimètres, parce que ça n'avait jamais été fait, dans le cœur à la croisée du transept de Notre-Dame, et sortir des vestiges qui étaient inconnus, et en l'occurrence le jubé qui avait été détruit à la période moderne, et dont les fragments, on en connaissait 4-5 fragments qui avaient été brossés. Et là, la fouille en a livré plus d'un millier, qui est de la sculpture gothique de qualité du XIIIe siècle.
avec notamment au centre là cette tête de Christ qui n'est pas rien parce qu'elle était au centre du jubé et c'est la tête de Christ qu'ont vu tous les princes d'Europe, qu'ont vu également tous les artistes et du coup qui est l'idéal type, j'espère que je m'exprimerai bien, qui est l'idéal type du Christ imaginé par le sculpteur, mais du coup repris ensuite au niveau régional, national, voire européen, et qu'on n'avait pas vu depuis des siècles. Donc, c'est pas une découverte anodine sur laquelle on a pu travailler avec 1100 fragments. Voilà. Quelques éléments d'émotion sur fond noir. L'émotion, c'est sous fond noir ou sur bleu rouge, mais là, je vous la fais sur fond noir. Et voilà. Tac. Et tout ça, bien entendu, des archives qu'il faudra étudier. Et j'espère qu'on n'oubliera pas qu'il faut travailler, que l'archéologie ne se limite pas à la messe de réouverture de Notre-Dame, mais que ces données pourront être exploitées ensuite sur la longue durée, la découverte de sépultures, dont je disais que là aussi, elle nécessite du respect et de la précision, donc probablement la sépulture de Dubélé. C'est de l'anecdote, mais c'est pas inintéressant. Et voilà, c'était pour terminer, laisser peut-être 3 secondes au débat. Merci. Merci pour cette conférence qui nous a emmenés dans toute la puissance de l'archéologie pour la société, ce qui est le principe de l'invitation à Dominique Persian, son grand témoignage d'une discipline, comme on l'a vu, qui permet énormément de choses, tant du point de vue des connaissances que du point de vue du vivre ensemble. J'ai beaucoup apprécié l'exposé dans ses largeurs, mais ce n'est pas à moi de tenir le crachoir, mais à l'auditoire qui certainement a des questions à poser à notre orateur. Pierre, je demande la parole. Oui, merci. Monsieur le Président, je voudrais vous interroger sur l'actualité que vous vivez pour le moment. Vous y avez fait allusion à plusieurs reprises. J'ai lu des articles dans le Figaro où vous interveniez, j'ai lu des articles dans le Canard enchaîné, et à chaque fois, on revient donc sur cette loi de simplification administrative, puisque c'est bien comme ça que je l'ai compris. La simplification administrative, qui était un objectif de politique générale lorsque j'étais jeune juriste, est devenue aujourd'hui une espèce de dogme. Si vous avez le malheur de mettre en question cet élément, vous êtes atomisé, ostracisé, vous n'êtes pas écouté. C'est devenu une politique en soi qui roule sur elle-même, si je peux dire. Et si je comprends bien, vous risquez fort d'en être une victime collatérale. Je suppose que cette loi ne concerne évidemment pas que l'archéologie, bien entendu, qu'il y a donc d'autres modifications dans d'autres départements. Mais si j'ai bien compris aussi, ce sont des amendements qui ont été portés par certains députés qui veulent estampiller certains projets du cachet de l'international pour échapper à l'investigation archéologique. Alors, je me suis posé la question de savoir comment, dans le cadre de cette loi, on pouvait et qui décidait d'octroyer ce cachet qui n'est quand même pas banal. Dire d'un projet qu'il est d'intérêt national, c'est quand même pas une chose banale sur le plan juridique. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est un préfet? Et quelles sont les conditions aussi qui doivent être... Je suppose qu'il y a des critères pour pouvoir arriver à cette notion d'intérêt national qui vous priverait de toute espèce d'intervention. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Alors, pareil, vous l'avez compris, hein, mon discours est libre, mais bon, je suis président d'un établissement public nommé par le président de la République sous tutelle de deux ministères. Je me dois d'être prudent, mais je ne le suis pas. Donc, je vais vous répondre franchement. J'ai l'impression que les gens qui ont pointé l'archéologie l'ont fait par maladresse. Parce que je ne juge pas mal les gens, et donc je pense que quand ils commettent des erreurs, c'est des maladresses. Cette loi est bien plus large. Elle est une loi de simplification économique, parce qu'on estime que ces dernières années, on a produit trop de décrets, trop d'instances consultatives qui freinent l'activité du pays.
Et donc, certains parlementaires ont dit qu'ils allaient nettoyer un petit peu ce paysage-là. Et dans leur volonté de nettoyer toute cette réglementation, il est fait mention de notre équivalent, votre équivalent du CESE pour la France, etc. Il y a effectivement l'archéologie. Et chaque fois, comme ce sont des gens, pardon, maladroits, mais pas forcément très mal intentionnés, ils essaient d'atténuer leurs propositions avec un concept qui malheureusement n'est pas très clair. Donc là, on disait, ben, on n'est pas contre l'archéologie, on n'est pas contre le patrimoine, donc on va supprimer les diagnostics pour ce qui est d'intérêt national. Mais cette notion d'intérêt national ne l'est pas pleinement. On connaît dans le passé des opérations d'aménagement qualifiées d'intérêt national, mais ça ne nous donne pas pour autant la typologie de demain. On pourrait imaginer que tout aménagement a un intérêt et un intérêt national. Non, mais je veux dire, voilà, ça peut être les éoliennes parce qu'on doit avoir tel niveau d'énergie verte, ça peut être les routes pour les déplacements, ça peut être les parcs logistiques, ça peut être les carrières. Donc, pour le moment, la notion d'intérêt national ne correspond pas, pardon, mon vocabulaire hésitant, ne correspond pas à une typologie d'aménagement bien particulier. Si c'était des aéroports, si c'était les carrières, si c'était les éoliennes, ça serait clair. Là, c'est tout ce que l'on considérera d'intérêt national. C'est ça un petit peu la difficulté. Là où j'accorde de la bonne foi, mais de la maladresse à ces personnes, mais peut-être que j'ai mes lunettes d'archéologue, c'est que je suis persuadé que la loi de 2001 en France est une loi de simplification économique. Moi, archéologue, je fouillais sur mon oppidum, je fouillais sur les terrains de mon maître à Délos, dans les Cyclades, je fouillais en Étrurie. J'étais pas malheureux. J'avais mes terrains d'études et je pouvais travailler, écrire mes articles, etc. Cette archéologie préventive, c'est des terrains sur lesquels des archéologues sont allés pour sauver du patrimoine et faciliter l'aménagement. Donc, moi, je suis persuadé que cette loi de 2001 était, avant le vocabulaire actuel, une loi de simplification qui permettait de tracer un cercle virtuel qui était celui, plus on aménage, plus on connaît. Mais l'archéologue ne va pas contre l'aménagement. À tel point que, sincèrement, moi, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est de dire, oui, on a fait tout ça ensemble, mais maintenant, on a la responsabilité, voilà, comme dirait Saint-Exupéry, on est responsable des animaux qu'on apprivoise. Et moi, c'est l'angoisse que je vous disais des 20 ans de l'INRA, pendant tout ça, pourquoi? Et donc, je suis persuadé que les parlementaires et qui aujourd'hui sont en train de mettre un caillou, sont en train de bousculer cette loi d'archéologie préventive, ne bousculent pas une loi qui a été faite pour les archéologues, bousculent une loi qui permettait d'en connaître plus sur notre patrimoine, parce qu'on a aménagé beaucoup et parce qu'on a cassé beaucoup de patrimoine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, aujourd'hui, l'INRAP, l'année dernière, a fouillé 20 000 sépultures qui aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, parce que là aussi, d'un point de vue moral, ça m'interroge, quel aménageur aujourd'hui, sous le prétexte que c'est d'intérêt national, va aller avec la pelle mécanique au milieu des sépultures? Enfin, qu'on décide d'abord à bouger le code civil en disant qu'une sépulture, ça a plus d'importance. Enfin, ça pourrait être un débat sociétal, on en a d'autres, en disant, ben voilà, la sépulture, c'est plus rien, on s'en débarrasse. Mais si on considère que ça a une valeur, si on considère qu'il y a un intérêt, à ce moment-là, pourquoi y mettre une typologie en disant là on va passer outre? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi je pense que c'est une maladresse liée à un affolement qu'on connaît en France et que vous avez peut-être connu en Belgique, voilà, d'un point de vue de nos assemblées, de nos chambres, où des gens disent tiens je vais avoir une bonne idée. Mais cette bonne idée n'a pas été construite avec assez de dossiers préparés, etc. Et là aussi, je vous le livre librement en tant que citoyen, et ça n'interroge que moi. Mais je pense que les différentes modifications de chambre qu'on a eues ont fait que des gens ont manqué peut-être un peu de recul, que leurs conseillers font des notes un peu rapides, que chaque GPT ne produit pas des choses merveilleuses tous les jours. Et que du coup, des mots miracles comme ça, parce que moi j'ai envie de simplification aussi, hein.
J'ai envie que mon pays ait des comptes équilibrés et je ne mets pas l'archéologie au-dessus de tout. Mais je pense que là, on fait l'élément inverse, quoi. Voilà. Et en plus, je rajouterai cet élément, mais dans lequel on est tous conscients, dans le cadre d'une société qui est fragile quand même. On a interrogé, voilà, le vivre ensemble, etc. C'est pas si simple. Donc un moment où il y a un petit peu de doute, un moment où il y a des bruits à droite, à gauche, au centre, de dire tiens, on va passer outre sur le patrimoine. Voilà, moi j'aime à dire, moi je fais pas de l'archéologie pour donner des racines aux gens. On n'est pas des betteraves, on n'est pas des carottes, on n'est pas là pour faire des racines. Moi, je fais de l'archéologie pour donner des repères aux gens. Et des gens qui sont là depuis toujours, ou presque, ou des gens qui sont là depuis 5 ans. Et de dire aux gens, vous qui êtes là depuis peu, vous n'avez pas droit à des repères, et c'est un intérêt national, me semble contre-productif. Voilà. Euh, je ne vous aurais pas convaincu. C'est ce que j'essayais plus prudemment, j'espère, dans les journaux de dire la loi de 2001 est une loi de simplification. Ne la bousculons pas. Après que des gens analysent, qui disent on baisse les crédits, qui disent vous travaillez moins, qui disent vous travaillez sur... Mais à ce moment-là, les choix, moi je trouverais que le piège, mais là du coup j'éteins le micro, le piège serait, comme je disais tout à l'heure, de dire aux archéologues, faites vos choix. Et ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir contre moi les archéologues en disant voilà les priorités. Mais que par contre, des gens inventent une typologie d'intérêt national et en disant ça, vous n'allez pas vous en occuper, c'est un risque pour moi, mais c'est un risque pour eux, et c'est un risque pour notre société, et c'est là-dessus où moi, je dis en tant qu'expert, ça me dérange. Pardon, votre question était claire et simple. Ma réponse a été un petit peu longuette parce que je crois qu'on est dans une véritable difficulté et qu'on n'a pas besoin d'ajouter du malheur au malheur et que dans une période de manque de moyens, dans des périodes de difficulté, peut-être on préfère voilà l'éloge de l'équilibre, l'éloge de la raison et de pas aller trop vite quoi voilà. Une autre question? Je pense que j'ai une question corollaire par rapport à ça. J'entends dans votre discours en arrière-fond déjà enfin, une sorte de confortation de l'idée on abandonne les fouilles de programme. Vous parliez éventuellement de Délos ou d'archéologie presque théorique, je vais dire, en Égypte, en Grèce, dans les Cyclades, etc., par rapport à l'archéologie préventive qui est une archéologie de sauvetage. Mm. Et j'ai l'impression, mais vous allez pouvoir le confirmer ou non, que l'évolution elle est déjà en route depuis un bon bout de temps. On a le sentiment, je pense en Wallonie, l'archéologie de programme, je ne sais pas exactement, mais là, Fernand pourra le dire aussi, est une archéologie qui sans doute a réduit ses dimensions par rapport à du travail qui est centré sur le sauvetage, c'est-à-dire pour faire face. On n'a évidemment pas le même résultat en faisant de l'archéologie de programme que de l'archéologie de sauvetage. Ça, vous allez me le confirmer. Mais peut-être que ce sauvetage-là est meilleur. Non, non, pardon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que vous ayez tort. La proportion d'archéologie préventive n'a fait qu'augmenter parce que les travaux d'aménagement ont augmenté et que la loi est appliquée. Mais l'archéologie programmée est en place et moi je crois que d'avoir des sites de référence sur lesquels on travaille sur le long terme, des sites de référence dans lesquels on forme des étudiants, des sites de référence dans lesquels on a des repères patrimoniaux sont des choses essentielles. Je sais qu'un exemple, le professeur de Lumley qui fouille depuis plus de 50 ans à Totavel ou à Terra Amata, quoi qu'on en pense, et on ne peut qu'en penser du bien, un site qui est exploré par des équipes pendant 50 ans, c'est un site qui produit des données, des publications, etc. Alors après, on peut faire le tri, il peut y en avoir trop, etc. Mais on a besoin de référentiels de ce type-là. Nos fouilles préventives ne s'accrochent que parce qu'on a ces référentiels. Après, le paradoxe serait de dire qu'on connaît que
tout autour et qu'on ne connaît pas le centre. Ça n'aurait pas de sens. Dire, voilà, on a repris l'INRAP en fouille programmée, c'est en cours actuellement, le site de Gergovie, près de Clermont-Ferrand, un site du roman national. Mais il y avait pour moi un paradoxe. On ne fouillait plus à Gergovie depuis 1944, et en revanche, on connaissait tous les petits sites, ou les sites importants parfois, autour de Gergovie. On bâtissait une histoire du contournement. Donc il fallait aussi avoir la référence au centre, un petit peu comme Notre-Dame. Donc je pense, non, que notre archéologie, elle doit marcher sur deux pattes. L'archéologie préventive suscitée par l'aménagement et les fouilles programmées qui doivent être des sites de référence. En revanche, la couche supplémentaire que je me suis permis de rajouter, c'est de dire que la recherche fondamentale, entre guillemets, ne doit plus se faire aujourd'hui uniquement sur la fouille programmée. Et que nous, producteurs de données, enfin nous, l'archéologie préventive productrice de données, est à même de faciliter le travail de gens qui aujourd'hui feraient du programmé. Voilà, moi, ma thèse, je l'ai bâtie avec des sondages, avec des prospections, à une époque où il n'y avait pas de préventif, etc. Et j'ai mis plus de temps sur le terrain que devant mon ordinateur ou dans les bibliothèques. C'est pas bien avoué, mais c'est ça. Aujourd'hui, un jeune chercheur, je pense, aurait tout intérêt à se rapprocher de nous pour qu'on travaille ensemble sur des sujets dans lesquels la donnée est déjà existante, elle a déjà été financée et elle peut être mise en perspective. C'est pas si simple, mais il faut inventer une archéologie du troisième type qui aborde des terrains nouveaux. Et après, voilà, pourquoi pas aussi une archéologie programmée orientée sur les sites dont je disais tout à l'heure et qui étaient en risque par rapport au changement climatique. Une archéologie programmée sur des sites dont on sait qu'ils seront, voilà, un collègue la semaine dernière me parlait d'un site qu'on ne fouillait pas, un sanctuaire dans lequel il y avait des dépôts d'objets en bois. Un sanctuaire gaulois, et dans lequel on disait on ne va pas fouiller parce que si on fouille, ça coûte cher de restaurer les ex-voto en bois, et on va pas mettre une fouille programmée là-dessus. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les variations de la nappe phréatique sont faites que le bois n'est plus dans l'eau, et donc il est détruit sous des champs sans qu'on le voie. Donc soit, il faut être pragmatique, on oublie ce site-là, soit on le prend en compte, et ça pourrait être une fouille programmée dans laquelle on s'oriente à cette manière-là. Mais il n'y a pas d'opposition. Enfin, moi, mon archéologie, elle est universelle, elle est large, elle est complémentaire avec les moyens qu'on a et dont on est, dans lequel il faut être attentif aujourd'hui. Voilà. Mais l'archéologie programmée, je pense pas que l'archéologie préventive ait pris de l'argent à l'archéologie programmée, quoi. Voilà. Et qu'on ait eu plus de moyens aujourd'hui, plus de personnel salarié, plus de résultats rapides, plus de notoriété, plus de communication, c'est vrai, mais enfin, là aussi, quoi, on va pas tirer contre sa discipline. D'autant plus que peut-être ça durera pas. Merci. Je pense qu'on peut encore prendre une question et puis je remettrai le cadeau à notre. Ah ouais, je savais pas. Même que ça se passe. Quelqu'un veut-il encore poser une question? Oui, Julien. Une petite question. Vous avez longuement parlé de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Vous avez parlé de la voûte. Ouais. Vous avez parlé du chêne qui fait cette voûte. Et vous avez dit qu'on n'avait pas beaucoup étudié cette voûte. Or, je pense bien qu'un collègue d'ici de Liège, a longuement travaillé, notamment à Paris aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas ajouté cela. Parce que, bon, si j'ai bien compris, vous disiez que vous n'avez pas beaucoup de données sur la plateforme. Alors, pour être honnête, monsieur, déjà, si j'ai froissé, si j'ai oublié quelqu'un ou si j'ai froissé, croyez bien ma mauvaise foi, et donc je vous prie de m'excuser. Le lapsus était volontaire. Je vous prie de m'excuser. Mais dans le cas de Notre-Dame, dans le cas de ce que je connaissais, il n'y avait pas de relevé précis de la charpente
au moment où ça a brûlé, il y avait un mémoire de maîtrise, donc de 4e année d'université. C'était le seul document qu'il y avait au pas. Après que des gens se soient intéressés à la forêt dont on avait tous dans notre imaginaire, et c'était bien le problème de Notre-Dame, hein. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on l'avait tous. Des spécialistes avaient regardé un élément. Il y a des spécialistes d'architecture, bien entendu, qui avaient étudié, qui avaient publié des plans de Notre-Dame. Mais l'épaisseur de la voûte, on ne la connaissait pas. Les carrières, on ne les connaissait pas en tant que telles. Et donc, c'est ça, c'était un dossier scientifique qui était, dont on savait presque tout sur presque rien, mais qui n'était pas vu de manière globalisante. Bien, 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 me voilà, me voilà. Là, je viens de perdre mon cadeau, hein, donc Euh, alors, il va faire un ennemi de plus. j'ai le plaisir de vous remettre des exemplaires du bulletin que notre commission publie chaque année. C'est un varia autour de différentes thématiques de recherche relatives au patrimoine, d'une part, s'il vous plaît, Merci beaucoup. et je vous remets un, un livre qui vient d'être édité récemment sous les auspices de la commission, parce que le projet est né au sein de la section de l'archéologie. À l'initiative de notre collègue Marcelotte, je m'avais dit qu'il serait là, mais il n'est pas là, il est émérite aujourd'hui. Et Marcel, que vous connaissez bien, a pris l'initiative de convoquer 56 auteurs belges, archéologues divers, autour des territoires culturels entre Seine et Rhin de la préhistoire à l'an 1000. Ceci donne un livre de synthèse sur les connaissances actuelles d'une archéologie de la porosité, une archéologie des territoires. Il est clair qu'on l'a dit, vous l'avez montré, beaucoup de sites sont nés de l'archéologie préventive, des connaissances transversales, et ce bouquin dresse ici la photosynthèse de 30 ou 40 ans d'archéologie depuis l'édition par Siegfried Delatte de la Belgique d'avant les Romains. Ce projet a été initié par la commission et c'est mon propre musée qui l'a édité en tant que musée de préhistoire et on est heureux de vous le remettre à vous ainsi qu'à Pascal de Pape Merci qui beaucoup. vous accompagne. Un bon merci. Merci infiniment et merci à toutes et à tous. Et pardon d'avoir Vous avez été passionnant. Je clôt donc maintenant officiellement cette séance.